Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Henri-François Martin, co-directeur de la Climate House, une maison du climat pour réunir et faire dialoguer entrepreneurs, scientifiques et activistes. Notre débat portera sur l'architecture responsable et les bâtiments bas carbone avec l'exemple du projet Lumière Playel à Saint-Denis, au nord de Paris. Et puis dans notre rubrique Startup, vous découvrirez Hack Your Care et ses solutions de numérisation de l'expertise médicale. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Henri-François Martin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le co-directeur de la Climate House qui a ouvert ses portes en octobre dernier à Paris. À qui est destinée cette maison du climat et puis surtout pourquoi vous l'avez créée ? Bien sûr. Alors c'est destiné à beaucoup de monde. Ouais. C'est un projet qui a été lancé par 80 entrepreneurs, 40 femmes, 40 hommes, entrepreneurs français, et qui avaient la volonté de mettre à disposition leur financement, leur réseau et surtout leur temps à destination de la transformation de l'économie. Donc concrètement, c'était un projet pour eux pour rendre tout ce qu'ils avaient pu avoir dans leur carrière précédente. Et ça ressemble à quoi ce lieu ? Cette ambition, elle se matérialise par une maison en plein cœur de Paris de 2000 m² sur 6 étages. D'ailleurs, vous êtes invité et on vous attend pour prendre un café. Ouais. Et c'est un espace qui a plusieurs fonctions. La première, c'est un espace de travail, donc on a à peu près 200 postes fixes avec plus de 70 entreprises qui travaillent chez nous, aussi bien des startups que des indépendants, que des fonds d'investissement, des cabinets de conseil, des scientifiques, des experts pédagogiques, qui sont là au quotidien avec nous. Et ça crée une émulation qui est assez folle et qui alimente une deuxième partie de notre activité qui sont les conférences. On a un peu plus de 200 événements organisés par an qui sont à destination de nos adhérents, mais pas que. C'est aussi ouvert au public. D'accord. Et donc voilà, c'est... L'idée, c'est quoi ? C'est de partager des idées, des bonnes pratiques aussi ? Alors il y a de ça. La volonté principale, c'est de créer une dynamique collective autour de la transformation de l'économie, avec pour objectif de pouvoir proposer des solutions concrètes face aux défis climatiques. Ouais, c'est d'autant plus important qu'il y a un courant contraire qui se lève notamment aux États-Unis, mais pas que. Si on prend les résultats des dernières élections européennes, c'est aussi chez nous. Bien sûr. Alors c'est quelque chose qui était, c'était un défi qui était déjà compliqué à la base, qui ne se simplifie pas aujourd'hui. Honnêtement, que ce soit avec la culture entrepreneuriale qui anime ce projet ou même à titre personnel, moi qui viens du monde du rugby, à partir du moment où l'adversaire est costaud, c'est plus que jamais le moment de se regrouper, de faire... Ça donne de meilleurs matchs d'ailleurs en rugby quand l'adversaire est costaud. Ça ne nous fait pas peur, donc non, concrètement... Non, mais je vous pose la question parce que, pardon de vous interrompre, mais il y a des scientifiques qui participent à cette aventure collective et c'est vrai qu'ils tirent la sonnette d'alarme sur un certain nombre de projets qui sont cofinancés par les Américains et qui donc perdent une partie de leur financement avec un climato-sceptique à la Maison-Blanche. Donc c'est très concret, quoi. C'est très concret et c'est pour ça que l'ensemble de nos cofondateurs avaient pris la parole récemment pour tirer la sonnette d'alarme sur les arbitrages budgétaires qui étaient faits récemment en France et qui avaient une approche peut-être un petit peu trop court-termiste pour des raisons en soi qu'on peut comprendre. C'est souvent le cas dans les périodes de crise, mais c'est dans les moments comme ça où il faut se regrouper, il faut faire la pédagogie de l'enjeu systémique du défi climatique et que les investissements d'aujourd'hui en fait permettront de relever les défis de demain et donc c'est vraiment pas le moment de reculer. Oui, et aussi parce que ça rejoint la question des résultats des élections, trouver le moyen de convaincre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une question d'acceptabilité du virage qui est au cœur des difficultés qu'on ressent aujourd'hui. Tout à fait, il y a un vrai enjeu de pédagogie et on est conscient à la Climate House de ce défi-là. C'est pour ça qu'on essaye vraiment d'embarquer le maximum de monde, du plus convaincu militant de la décroissance jusqu'à des personnes qui peuvent être parfois un petit peu technosolutionnistes. Nous, c'est un vrai positionnement d'embarquer tout le monde et de se dire qu'on aura besoin de tous pour accélérer ce changement et de n'être jamais dans une posture de jugement pour non pas faire de l'uniformité, mais juste pour montrer au contraire qu'il y a il y a de nombreux points communs à travers ces différents
différents points de vue. Et en préparant l'émission, j'ai vu que dans les communiqués de présentation de la Climate House, il y a l'idée de faire travailler ensemble entreprises, scientifiques, investisseurs, associations et activistes. Alors, j'ai tiqué sur le mot parce que pour certains secteurs d'activité, je vais penser à l'agroalimentaire ou à l'énergie, activiste, c'est un gros mot. Alors, pas pour vous. Non, après, on est tous l'activiste de quelqu'un, j'ai envie de vous dire. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une très longue discussion. Ensuite, je pense qu'à partir du moment où on est présent, nous, Climate House, dans la pièce, et qu'on joue ce rôle de tiers de confiance, ça permet d'ouvrir des discussions qui sont passionnantes et ça permet justement d'emmener avec nous potentiellement des grosses industries qui se sentent un petit peu pointées du doigt et des personnes qui ont des points de vue qui sont certes assez radicaux, mais qui en même temps militent pour quelque chose sur lequel on peut tous signer. Donc l'enjeu, c'est de faire le pont entre ces deux acteurs et de les faire atterrir sur des solutions qui vont faire avancer Schmilblick. Et voilà, c'est ce qui fait notre quotidien passionnant. La banque LCL, j'ai lu ça, fait partie de l'aventure. Avec quel rôle et pourquoi vous l'avez accueilli? Alors c'était d'abord une volonté pour nous d'avoir des acteurs du monde de l'économie avec nous dès le début du projet. Donc en amont, on a fait le tour des différentes industries qui pourraient avoir envie de s'engager et d'être dans cette démarche concrètement de groupe de travail avec une ouverture potentiellement sur une méthode qui embarque l'ensemble de leur industrie. Donc, nous, mais là, je parle de la banque volontairement parce que le levier de la finance, il est évidemment majeur. Le levier de la finance, par leur scope 3, forcément, a un impact qui est super important. Donc, pour nous, c'était une opportunité de pouvoir avoir un acteur qui soit volontariste sur ces sujets, qui ait envie d'être lucide sur leur marge de progression et de pouvoir nous faire des beaux cas d'usage, des beaux ateliers. Parmi les prochains événements qu'on va avoir, on a des groupes de travail sur la finance durable et la banque LCL, mais pas que. Il y en a d'autres qui rejoignent l'aventure. Nous proposent des très très beaux ateliers sur le sujet. Mais ce levier de la finance durable, il n'est pas vraiment activé. Enfin, ça pèse quoi dans les flux financiers mondiaux, la finance durable? Alors, tout dépend. Vous parlez en matière d'investissement ? Oui. Alors, en matière d'investissement, bien évidemment, qu'il y a une marge de progression qui est colossale. L'enjeu, c'est pas tant de se concentrer sur le point de départ, mais sur ce qu'on vise. Et donc, de ce point de vue-là, nous, ce en quoi on croit, c'est globalement de mettre en place l'ensemble des acteurs en posture d'humilité, donc déjà d'amener ces acteurs, et c'est ce qu'a fait LCL au stade du constat de la marge de progression qu'ils pouvaient avoir, pour ensuite embarquer l'ensemble de son industrie sur des projets de labellisation, de produits d'épargne, sur des projets d'une granularité beaucoup plus forte de leur stratégie RSE. Voilà, je pourrais vous lister tous les projets qui sont déjà sur la table et que systématiquement on pousse à adresser avec l'ensemble du secteur. Parce que si en fait on travaille uniquement avec chaque acteur individuellement, la probabilité que derrière les autres fassent exactement la même chose mais à leur sauce va mettre à la fin le consommateur dans la même situation. Donc nous on est vraiment dans une démarche de porter une transformation systémique. C'est pas simple parce que à l'échelle d'un secteur, dire à quelqu'un ce serait quand même mieux pour tout le monde que vous puissiez travailler avec vos concurrents. C'est une démarche qui est vraiment disruptive, mais en tout cas, LCL et les acteurs avec qui on travaille sont super sponsors. Avec ce que je comprends, l'idée de secouer un peu les grands groupes aussi, hein, c'est l'ambition de la Maison du Climat, de la Climate House. Tout dépend ce qu'on met derrière secouer, parce qu'au final, depuis qu'on travaille sur ce projet et qu'on échange avec les grands groupes, on se rend compte qu'ils mettent en place beaucoup de choses. Alors, ça va jamais assez vite. Parfois, on va pas se le cacher, il peut y avoir par-ci par-là un peu de greenwashing. Mais l'enjeu, parfois, c'est même le modèle économique qu'il faut remettre en question pour certains. Qu'il faut faire évoluer. Sortir du produire, consommer, jeter pour passer à l'économie circulaire. Pour certaines marques, c'est juste un autre modèle économique, quoi. Et ce qu'on peut témoigner, c'est que les entreprises sont conscientes de ça. Et elles sont proactives, elles sont dans une démarche de recherche et de transformation. L'enjeu pour nous, et pour l'ensemble de la société, c'est la vélocité de ce changement. Et c'est dans cette logique-là que notre conviction, c'est que c'est par le collectif qu'on va pouvoir déjà mettre les entreprises dans des meilleures conditions
pour pouvoir porter ce changement-là, de se sentir moins pointé du doigt, de pouvoir être à l'aise sur le fait de porter sur la place publique les réflexions qu'elles se posent, les envies qu'elles ont de changement, pour pouvoir fédérer, potentiellement fédérer leurs clients, fédérer leurs actionnaires, fédérer leurs COMEX, fédérer aussi l'opinion publique, ce qui à la fin permettra à tout le monde d'avancer beaucoup plus vite parfois sur des partis pris économiques qui seront beaucoup plus ambitieux. Ouais. Et alors, je vais revenir aux activistes, parce que moi, je reçois pas mal, évidemment, beaucoup de chefs d'entreprise ou de représentants d'entreprise qui disent on fait des choses bien, mais parfois on n'ose pas communiquer de peur d'être attaqué sur ce qu'on fait moins bien. C'est le jeu. Oui. Non, mais je comprends. Mais donc vous leur dites de communiquer quand même ? Je comprends. En tout cas, nous, ce qu'on leur dit, c'est venez à la maison. Venez à la maison pour qu'on crée ces espaces de dialogue en toute humilité et en toute sérénité pour justement déjà passer cette première barrière de défiance qui s'est construite dans le temps par une approche, parfois dogmatique du sujet, mais des deux côtés. Et de ce point de vue-là, nous, notre approche, c'est de faire de la pédagogie, de montrer que les deux mondes peuvent se parler et à la fin d'arriver à réconcilier économie et écologie. Et c'est pas utopiste, honnêtement, on a des discussions qui au quotidien sont absolument incroyables et qu'on n'aurait pas soupçonné et c'est pour ça que je vous invite à venir voir de vos propres yeux. Merci beaucoup Henri-François Martin et bon vent à la Climate House. On passe à notre débat avec un affichage environnemental pour les cosmétiques. Architecture durable, bâtiment bas carbone au programme de notre débat avec Laure Mériot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes architecte associé du cabinet Atelier 234. Gildas Maguère, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Merci. Vous êtes directeur général de Pleine Commune Développement. On va parler de ce projet Lumière Playel ensemble. Mais d'abord, je voudrais bien vous entendre votre définition de l'architecture durable. C'est quoi pour vous ? Écoutez, l'architecture durable chez Atelier 234, en fait, ça prend pas mal de paramètres. Ce qui est important, c'est de faire une architecture qui est utile, une architecture qui va servir, qui va pouvoir se transformer dans le temps, et Lumière Playel est un bon exemple. Et puis aussi une architecture qui va prendre en compte toute la question des matériaux, de l'impact du bâtiment, à la fois dans sa fabrication et dans sa durée. Dans le cycle de vie des matériaux. De vie des matériaux, tout à fait. Et c'est évidemment pour nous, architectes, faire des espaces dans lesquels les gens ont envie d'aller et sont bien. On pourrait commencer par là d'ailleurs. Voilà, ouais, c'est vraiment important. Évidemment, c'est quelque chose de très important. Ce projet Lumière Playel, Gildas Maguère, où est-il situé ? Par qui est-il porté ? Alors, c'est un des projets majeurs du territoire de Pleine Commune, qui est le territoire constitué autour de la ville de Saint-Denis, et on est à Saint-Denis. C'est une dizaine de communes, c'est ça ? C'est 8 villes au nord de Paris, autour de Saint-Denis, qui est la plus importante d'entre elles. Il y a Saint-Ouen, Aubervilliers, Pierrefitte. C'est surtout la caractéristique d'être un quartier qui va se construire autour d'une des plus grandes gares du nouveau réseau du Grand Paris Express. Même la plus grande gare de ce réseau, 4 lignes de métro qui arrivent. La gare est déjà en service depuis les JO avec la ligne 14. Et on va venir construire autour de cette gare finalement un nouveau quartier dans une zone qui était entièrement consacrée à de l'activité, qui était entièrement imperméabilisée. Et donc on va refaire de la ville sur la ville autour d'une nouvelle gare. Avec une ambition éco-responsable. Est-ce que c'est pas la seule ambition, mais c'est l'une des ambitions ? Bien sûr que c'est une des ambitions, comme dans tous les projets d'ailleurs d'aménagement de notre territoire. On a des écoquartiers, on l'avait dans le village olympique juste à côté qu'on vient de livrer. Mais on l'a là aussi. Pourquoi ? Parce que quand on construit la ville sur la ville, justement, on vient forcément améliorer les choses. On a des attentions sur évidemment les bâtiments, les constructions, les matériaux, la réutilisation, mais on a aussi une ambition de mettre de l'espace vert dans des villes qui en ont très peu ou pas du tout. On dépollue des sols, on désimperméabilise. Et donc, c'est à l'échelle du quartier qu'il faut voir finalement cette action durable. Et donc, j'ai bien compris que ça va être en plusieurs étapes. Là, je crois que la première pierre d'un ensemble d'immeubles d'habitation qui a été posée, c'est quoi ? C'est près de 500 logements, 480 ? J'ai lu ça, alors vous allez me donner plus les détails. De quoi on parle ? Non, effectivement. Donc la première pierre, c'est sur 200 logements, mais en fait, vraiment ce qui va arriver là dans les 2 ou 3 années qui arrivent,
arrive, c'est 500 logements qui vont se créer sur le territoire. Plusieurs immeubles, en fait. Plusieurs immeubles. Donc, en fait, on est 6 architectes et on travaille ensemble. Nous, on est coordonnateurs chez Atelier 234 ce qu'on appelle un méta-îlot. Il y a 3 grands immeubles. Et en fait, cette histoire, elle vient... le projet, il a été conçu en 2017, donc comme le disait Gildas, sur une question qui était... qu'est-ce qu'on va faire de ce territoire? Qu'est-ce qu'on peut créer? Et nous, ce qui était important, c'était de créer une densité forte, tout en étant une densité acceptable et positive pour le territoire. Donc densité forte, pardon de vous interrompre, ça veut dire que ces immeubles, ils font combien d'étages, par exemple? Eh ben, ils font une quinzaine d'étages, en fait. On monte à 50 mètres, ce qui nous a permis de libérer le sol et de l'offrir à la ville. Avant, on avait tout un territoire qui était fermé par des clôtures et tout ça. Et là, on va avoir donc au rez-de-chaussée des équipements publics, des commerces, au-dessus des tours de logement et au sol après un très grand parc qui va permettre d'ouvrir le quartier à ses habitants, de redonner du végétal, de la terre, de la pleine terre et qui va surtout accompagner toute la transformation parce que tout ça, ça a été pensé grâce à la création de la gare Saint-Denis-Pleyel, au franchissement Pleyel aussi, qui vraiment relie ce quartier à l'autre côté de Saint-Denis, au-delà des voies ferrées. Et donc finalement, l'idée, et si on reparle un peu du carbone, c'est de dire on a ces transports en commun qui sont là. Il faut créer de l'intensité, une ville vivante et permettre aux gens d'arrêter de prendre leur voiture, en fait. Puisque eux, maintenant, vont habiter, les gens qui vont arriver sur le quartier, vont habiter à côté d'un transport en commun. Et ça fait partie d'une grande transformation des villes. On va reparler de l'ambition éco-responsable. Je crois qu'il y a des toits solaires. Il y a pas mal de choses à parler de ce que vous disiez, une sorte de maille végétale. Enfin bon, tout ça est important. Mais sur le rôle social, parce que en vous écoutant, je me dis, on aurait eu cette discussion avec des architectes dans les années 70, peut-être qu'ils nous auraient dit, bah oui, nous aussi, on va faire un quartier qui sera super agréable. Enfin, je ne mets pas en cause votre volonté, mais et puis malheureusement, on s'est rendu compte que ça n'avait pas forcément fonctionné. Comment vous réussissez à intégrer cette dimension-là, à se dire, on ne va pas peut-être recommencer les erreurs qu'on a pu commettre auparavant? Et bien justement, ce projet-là, c'est un peu l'incarnation de ce que le territoire veut faire en termes de ce qu'on appelle parcours résidentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on doit aujourd'hui arrêter de penser, comme on l'a fait pour le coup dans les années 70, des grands quartiers d'habitat social qu'on est aujourd'hui en train d'ailleurs souvent de rénover sur le territoire. Non, là, on crée un parcours résidentiel. Ça veut dire qu'en fait, dans cette opération, vous avez toute la typologie de logement, du social, du bail réel social solidaire, qui va permettre à des acquéreurs de devenir propriétaires, mais à un moindre coût, donc une forme d'accession sociale à la propriété, et puis de l'accession dite libre, c'est-à-dire du logement classique. Et on a donc de la mixité sociale. De la mixité sociale, mais à l'échelle, si vous voulez, d'une opération de 400 logements. Et donc ça a été tout un travail, parce qu'on est venu finalement injecter dans une opération qui était plus classique, justement cette typologie un peu plus fine qui permet d'accueillir un peu toute la typologie, de faire venir des nouveaux habitants, mais aussi de garder des habitants sur un territoire populaire, avec des habitants qui n'ont pas forcément les moyens, sinon de s'acheter des appartements à des prix démentiels. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre après, autour? Alors, ça, c'est vrai que c'est la première brique, c'est une brique logement, c'est quand même une brique importante. Après, il y aura de l'espace public, il y aura un parc. Parce que nous, derrière, on va construire un parc d'1 hectare. Et un parc d'1 hectare dans un quartier qui n'avait pas du tout d'espace vert, si vous voulez, c'est quand même un progrès majeur. Et c'est comme ça qu'on fait aussi une ville vivable, agréable. Ce qu'il y aura après aussi, c'est surtout l'ambition de faire de ce quartier un attracteur touristique. Et on a eu finalement un tournant. C'était un projet qui était très tertiaire, très bureau. Il y a eu un tournant un peu switché, c'est ça? Qui a complètement switché. La volonté des élus en 2020, ça a été de revoir intégralement la programmation. Je pense qu'ils ont bien fait parce qu'aujourd'hui, le marché du bureau tertiaire en Ile-de-France, il est à plat. Mais ce n'était pas l'origine du tournant. Et on va en faire un quartier plutôt tourné vers ce qu'on appelle l'hospitalité, c'est-à-dire très hôtelier, pour en fait engranger le bénéfice aussi de la dynamique des JO et de ce que va représenter cette gare à mi-chemin entre Roissy, La Défense et Paris. Et donc, en fait, il y a un programme de à peu près 2000 chambres hôtelières à faire arriver dans ce quartier-là.
Alors, je reviens au côté éco-responsable. Je ne sais pas par quoi commencer, parce qu'il y a plein d'éléments. Mais par exemple, j'ai vu cette histoire de toiture biosolaire. Je crois comprendre ce que c'est, mais je veux bien que vous m'expliquiez en détail. Mais en fait, c'est des toitures sur lesquelles on va mettre des panneaux photovoltaïques, mais qui permettent de végétaliser aussi la toiture. Et donc, l'idée, c'est évidemment de permettre... parce que la végétation, en fait, c'est sympathique et ça permet d'avoir de la biodiversité, mais ça permet aussi beaucoup d'absorber l'eau. Ce qui est vraiment un problème sur les territoires qui sont très construits, c'est comment on fait pour, aujourd'hui, avec toutes les questions climatiques et les grosses périodes d'orage, absorber l'eau sur le site, pour pas avoir des réseaux qui explosent et tout ça. Donc c'est vraiment très important. Donc on a ça, et puis on a aussi des toitures qui vont être végétalisées et qui vont être accessibles aux habitants. Donc vraiment une mixité de choses, avec vraiment une attention très forte à la végétation qu'on va mettre sur ces toitures, et parce qu'on peut pas aller planter des arbres, parce que on parle de bas carbone. Et vraiment, ce qui est important, c'est le bon usage du matériau. C'est-à-dire que quand on va planter, par exemple, mettre des arbres avec 2 mètres de terre sur une toiture, ça veut dire qu'en dessous, on a une structure qui doit porter. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a vraiment une attention à l'équilibre, en fait, entre le bénéfice de cette végétalisation et aussi ça veut dire qu'il faudra s'en souvenir dans 20 ans et pas planter n'importe quel arbre non plus, c'est ça ? Voilà, et puis surtout de se dire qu'il faut que la structure soit un peu légère. Oui, effectivement. Et alors, question de béotien total, mais est-ce qu'on peut mettre suffisamment de panneaux photovoltaïques pour rendre un immeuble de 15 ou 17 étages autonome en électricité ? Non. Alors non, il sera pas autonome. On le fait sur d'autres projets, mais qui sont plutôt des projets soit d'équipement public. On l'a fait sur le centre aquatique olympique, où on a vraiment une très grande toiture de 5000 m² photovoltaïque. Et là, ça sert vraiment à remplir son rôle d'autonomie. Là, l'idée, c'est d'activer plein de leviers pour améliorer notre impact. Donc, c'est pas totalement autonome, mais ça permet d'améliorer le rendement énergétique du bâtiment. Est-ce que ça coûte plus cher de faire un bâtiment bas carbone ou un bâtiment... Les exigences environnementales, elles ont un coût, faut pas se le cacher. Donc oui, quand on met des exigences environnementales, on a un coût. Après, l'intelligence, pour le coup, des architectes et des entreprises, c'est d'avoir une équation où on fait à la fois une équation économique qui va faire des logements accessibles, tout en rognant pas les exigences environnementales, qu'elles soient posées par la norme, d'ailleurs, ou par nous, aménageurs et territoires, qui souvent exigeons un peu plus que la norme. Après, il y a d'autres leviers. Par exemple, là, c'est un quartier qui est relié à un réseau de chaleur. Nous, on est en train de tirer un réseau de chaleur. Quand vous reliez un quartier et donc des bâtiments à un réseau de chaleur, vous améliorez. C'est un énorme levier d'amélioration d'un bilan carbone d'un bâtiment. Donc, vous voyez, c'est aussi à l'échelle de la ville qu'on doit permettre. Et ça, c'est pas pareil. Si quand vous aménagez, vous prévoyez de tirer un réseau de chaleur dans tout le quartier, ou si vous vous contentez de systèmes plus classiques de chauffage. Donc il y a plein de moyens finalement de faire baisser des bilans carbone. Et ce que disait Laure, c'est important. Vous pouvez dépenser du carbone, mais ce qui compte, c'est l'usage. Si vous construisez un métro ou un pont, le franchissement Pleyel qu'on a construit, et qu'il n'est pas utilisé, pas emprunté, vous aurez dépensé du carbone pour pas grand-chose. C'est pas que le bilan carbone, si vous voulez, de manière absolue à l'échelle du bâtiment. Donc densifier des quartiers de gare, alors qu'on a déjà dépensé beaucoup de carbone et beaucoup d'argent pour construire le métro, ça tombe un peu sous le sens. Donc nous, c'est pour ça qu'on a choisi de faire un quartier intense et d'aller chercher de la hauteur. D'abord pour garder cette possibilité de créer de l'espace vert, tout en densifiant quand même un quartier de gare, et c'est le choix de la hauteur. Donc on y aura des IGH. Vous me demandez qu'est-ce qu'il y aura après. Il y a eu la tour Pleyel, vous savez, qui est cette grande tour reconvertie en hôtel, qui a été un signal fort aussi de la bascule avec la gare de ce quartier. Il y a 2 IGH qui sont programmés pour les années futures dans ce quartier. On fait le choix de la hauteur pour faire le choix de la densité. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.
Smart Ideas, notre rubrique Startup avec Solène Vauquang. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente fondatrice de Hack Your Care, vous êtes également chirurgienne stomatologue. Cette entreprise, vous l'avez créée en 2022. Pourquoi? Avec quelle idée? Alors l'idée, c'était vraiment de faciliter l'accès aux experts métiers, les professionnels de santé, les médecins, les dentistes, les sages-femmes, pour aider toutes les entreprises, les industriels à développer plus rapidement leurs solutions avec des usagers finalement. Comment cette idée vous est venue? Est-ce que c'est venu de votre expérience de chirurgienne, ou alors d'entrepreneurs que vous avez croisés qui ont demandé votre expertise? Comment l'idée est venue? En fait, dès mon internat, parce que je suis très intéressée par tout ce qui est innovation, intelligence artificielle en tant que jeune soignante, et je suis allée dans des startups qui justement développaient des produits d'intelligence artificielle, et je me suis rendu compte que finalement mon expertise métier, même en tant que jeune médecin, était extrêmement valorisée. Mais finalement, il n'y avait aucune solution qui n'existait aujourd'hui pour faciliter l'accès entre le monde des soignants et le monde des industriels. En quelque sorte, c'est une plateforme d'innovation, on pourrait dire ça comme ça? Alors, c'est plus une communauté. Aujourd'hui, c'est vraiment un projet communautaire avec une communauté de plus de 6000 aujourd'hui soignants qui se sont inscrits sur notre site internet, notre plateforme, comme on peut l'appeler, et qui vont qu'on va contacter pour participer à des missions d'expertise qui pourraient finalement leur plaire. Qui sont vos clients? Alors, nos clients sont des industriels, principalement, donc petites, moyennes entreprises, mais également des grands groupes. On a récemment signé avec Dassault Systèmes. Et en fait, on les accompagne sur tous les projets en santé, dès les phases de développement, de départ, des phases d'études de marché avec des soignants, des interviews utilisateurs, mais également des focus group et des contenus. Et donc, le modèle économique, ce sont ces entreprises qui vous payent. Exactement. En revanche, les soignants qui s'inscrivent sont rémunérés. Ah, ils sont rémunérés aussi. C'est tout là l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, les soignants ne savent pas comment valoriser leur expertise métier en dehors finalement de leur statut de soignant avec les patients. Et donc, l'idée, c'est qu'on les accompagne parce qu'ils ne savent pas à le faire. Vous avez des exemples comme ça de collaborations fructueuses qui se sont mises en place depuis la création de votre entreprise? Tout à fait. On travaille avec Pierre Fabre, notamment, un laboratoire pharmaceutique, qui avait besoin de rédiger des contenus avec des soignants. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on fait, mais voilà, on a imaginé des solutions pour faciliter le travail sur un article, sur un produit en particulier. Donc, le soignant va avoir un batch déjà écrit, parce qu'on utilise beaucoup l'IA générative nous-mêmes en interne depuis le début, en fait. Et on va lui proposer un cadre avec un article écrit par l'IA, validé par le commanditeur finalement, qui est l'industriel, la pharma, et on va le faire relire et valider, augmenter les datas avec des articles scientifiques par le KOL, en l'occurrence le Key Opinion Leader, qui était en l'occurrence un soignant PEPH sur ce projet. Voilà. Et ça permet surtout d'avoir un rendu beaucoup plus rapidement, ça évite énormément d'allers-retours, et ça fait des soignants qui trouvent que l'expérience est sympa, c'est nouveau, et du coup ils adorent. Et voilà, on a aujourd'hui des hospitaliers, mais également des libéraux. Est-ce que, vous parlez beaucoup d'intelligence artificielle, quelle part elle prend dans les projets qui vous sont proposés aujourd'hui? Alors, on a... on utilise beaucoup de l'IA générative nous-mêmes en interne. Vous pour fournir la matière. Mais nos clients, alors on accompagne aussi des boîtes d'IA avec des projets d'annotation, par exemple. Moi-même, je l'ai fait en tant que soignant quand j'étais interne. J'ai annoté des images, des panoramiques dentaires, etc. dans ma spécialité pour des startups qui avaient besoin d'annoter. Ça veut dire quoi, annoter? Annoter, ça veut dire, en l'occurrence, moi j'avais des images, mais ça peut être du texte, ça peut être des fichiers Excel, où en fait on va demander à un expert métier, un soignant, de venir valider pour voir si l'IA finalement lui propose des bonnes réponses, et le fait d'entraîner, voilà, exactement, ça fait progresser. Donc au départ, un projet, c'est vraiment le soignant même qui va valider. Ensuite, l'IA commence à apprendre et va nous proposer des choses de plus en plus justes. Voilà. Comment vous voyez, pour conclure, le développement de Hack Your Care à 5 ans? C'est quoi votre ambition? L'ambition, c'est d'aller à l'international, parce qu'on a déjà nous-mêmes une communauté à l'international aujourd'hui. J'ai fait moi-même un passage pendant 2 ans aux États-Unis. Cette boîte a été créée quand j'étais aux États-Unis. Donc voilà, l'ambition, c'est vraiment de se développer et finalement de fournir une solution concrète à tout projet en santé, parce que vraiment, c'est le projet qui nous intéresse, pour se développer plus rapidement et surtout les usages. Voilà. Merci beaucoup Solène Vauquang et bon vent à Hack Your Care. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.